Chers téléspectateurs de JMTV+, nous allons maintenant aborder la seconde partie de cet entretien avec M. Abel Elimbi-Lobé, conseiller municipal de Douala 5e, ancien secrétaire national adjoint numéro 1 du SDF, Front Social Démocratique, en anglais, Social Democratic Front. Nous allons maintenant aborder la problématique anglophone au Cameroun. Vous avez dit au début du précédent entretien que vous étiez favorable à l'émergence de la zone anglophone au Cameroun. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être adhéré au SDF à l'époque. Aujourd'hui, cette zone anglophone connaît beaucoup de tumultes depuis plusieurs années. J'ai reçu là avant vous Cabral Libi, j'ai reçu là Maître Akeremouna, nous avons débattu de cela. Ils ont pointé du doigt certaines fautes du pouvoir en place. Vous, à qui attribuez-vous la turbulence qui sévit en ce moment dans la zone anglophone? La turbulence peut être raisonnablement attribuée prioritairement à la façon dont le pays a été gouverné, donc au régime en place. Notre pays a une histoire particulière. Notre pays est le seul qui a reçu un accident de l'histoire qui a voulu qu'en un seul jour, deux grandes puissances coloniales du monde soient autorisées à exercer une autorité sur le Cameroun en se le divisant en deux parties. Du coup, nous sommes le seul pays au monde qui a été colonisé en même temps par deux puissances, à la seule différence que les deux puissances n'ont pas colonisé l'ensemble du territoire. Voilà l'origine de la spécificité camerounaise qui fait que lorsque ces deux parties du territoire national vont devoir accéder à l'indépendance, il se passe qu'ils n'accèdent pas à l'indépendance. Elles n'accèdent pas, les deux parties, à l'indépendance au même moment. Une partie, la partie francophone, va accéder en 1960. L'autre partie, la partie anglophone, un an plus tard. Un an plus tard, 61. Cependant, pour les calculs des colons, pour la conception, la vision de la société de l'ONU, c'était peut-être quelque chose de normal. Mais pour les Camerounais eux-mêmes, c'était le début d'un ensemble de difficultés que les nationalistes de l'époque voulaient éviter en exigeant de l'ONU que l'accession à la souveraineté nationale, la fin de la colonisation, se passe de telle sorte que la réunification du pays ait d'abord lieu avant qu'on ne proclame les indépendances. Ceci n'a pas été fait. Les pères fondateurs de la nation camerounaise n'ont pas été écoutés. Ils n'ont jamais été écoutés, hein? Par la communauté internationale. La communauté internationale, c'était qui la communauté internationale? C'était l'ONU, comme toujours d'ailleurs. L'ONU, vous savez ce que c'est que l'ONU? Mais écoutez, les choses étant ce qu'elles sont, c'est 5 grandes nations. Les choses étant, parmi lesquelles les deux grands colons. Bon, donc, disons simple, parce que pour simplifier les choses, les nationalistes n'ont pas été écoutés. L'indépendance s'est faite en 2 temps. Mais elle s'est faite. Et nous pouvons nous réjouir de la lutte pour la cession à la souveraineté. Elle a été réussie. Les pères fondateurs, ceux qui ont mené cette lutte, sont parvenus à amener la communauté internationale à comprendre qu'il faut rendre au Cameroun sa souveraineté. Une fois qu'ils ont conquis cette souveraineté, ils ont entrepris de réunifier le pays. C'est dans cet esprit-là que nous sommes deux à construire le Cameroun après 1960 et 1961, à travers un référendum qui a permis au peuple de se déterminer et de décider d'être un peuple réunifié. Écoutez, monsieur Elimbi, si vous allez sur cette rendue, il y a eu un référendum. Nous savons tous comment ça marche en Afrique. On vous fait faire ce qu'on veut.
L'Occident vous fait faire ce qu'il veut. Donc, parler de référendum, refaire l'histoire qui est écrite par l'Occident, franchement, ça m'intéresse pas dans cette interview. Je veux comprendre aujourd'hui à qui attribuez-vous la problématique anglophone au Cameroun aujourd'hui et pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? On l'attribue au régime en place qui est le même depuis ces pseudo-indépendances. Qu'est-ce qu'il s'est passé au fond pour que ce malaise anglophone grandisse et explose aujourd'hui pour vous? Comme nous sommes donc deux, les pères fondateurs choisissent un modèle de l'État qui est fédéral. Et il se trouve que les deux États n'ont pas le même poids, ni économique, ni démographique, ni culturel, ni politique. Rien du tout. Mais il fallait construire quelque chose. Il se trouve que les francophones vont devoir être ceux qui vont, au commencement, occuper les fonctions déterminantes dans la structuration de cette nation naissante. Ça dure 10 ans. Puis en 1972, les mêmes pères fondateurs s'asseyent, font le bilan, leur introspection et arrivent à la conclusion qu'il faut mettre un terme à cette forme de l'État fédéral pour aller vers un État unitaire. Une fois qu'ils se sont mis d'accord et que les peuples ont suivi, il s'est trouvé que le premier président de l'État unitaire est encore un francophone. Le président Amadou Ahidjo, qui va diriger le premier État unitaire. Qui n'a d'ailleurs jamais été élu par personne, il faut bien le préciser. Ça, c'est... Je n'entre pas dans ce type de polémique qui ne construisent rien. Il y aurait eu une élection, peut-être la partie anglophone aurait présenté un candidat, et ben, le peuple aurait choisi. Bon, allez, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Le premier président élu dans un contexte de choix politique monolithique, le parti unique, où les pères fondateurs anglophones qui disposaient de plusieurs partis politiques ont accepté d'entrer dans le jeu malsain du parti unique. Il n'y a que l'UPC qui a choisi de faire de la résistance. Qui était interdit? Qui a choisi de faire de la résistance. Qui était interdit, toujours interdit. Qui a refusé le parti unique. Qui était toujours interdit. Et qui a été combattu férocement. Tout ça est derrière nous. Ce que nous voulons retenir pour faire comprendre à vos téléspectateurs la nature de la crise anglophone, c'est que dans cette unité reconstituée, le premier président de l'État uni du Cameroun est encore un francophone, qui était déjà le président de l'État fédéral. Au total, les francophones vont donc diriger une période de 25 ans de l'État fédéral, 10 ans, 61, 72, donc 11 ans autant pour moi, 11 ans. Et de l'État uni, 72, 82. Mais jusqu'aujourd'hui même d'ailleurs. Attendez, on arrive. Puis le président Ahidjo, qui a donc déjà 22 ans de pouvoir à l'époque, francophone, avec une situation, une gestion institutionnelle délicate, habile, qui fait néanmoins que l'attelage tient, en faisant que le président est la première personnalité, la deuxième personnalité c'est le président de l'Assemblée nationale et qui est donc anglophone. Toutes choses par ailleurs visant à faire en sorte que les deux mamelles constitutives de la nation camerounaise se sentent impliquées au plus haut niveau de la construction nationale. Lorsque le président de la République, Amadou Ahidjo, décide, pour des raisons discutables qu'on connaît, de passer la main, il choisit en 82 de passer la main à un autre francophone, le président Paul Biya. Voilà son avènement au pouvoir. Toute chose qui ne pouvait pas laisser les anglophones indifférents.
Seulement, les anglophones de l'époque ne se donnent pas la peine de contester cette transition. Ah bon? Ils auraient pu? Ils la valident. En restant, les combats politiques, on se donne les moyens de les mener. Ils ne se sont pas donné les moyens de les mener. Mais le malaise naît et commence à prendre corps. Le président Biya va donc succéder au président Ahidjo. Voilà un deuxième francophone. Et dans son organisation de la répartition de la présence, parce que comme nous sommes une nation spécifique, multiculturelle, multiethnique, mais en même temps multipolitique finalement, avec cette histoire de une partie colonisée par les Français, une partie colonisée par les Anglais, la gestion du Cameroun appelle la subtilité. Le président Biya ne va pas respecter cette subtilité. Il va enlever à l'Assemblée nationale. Monsieur Tandemuna, en 1988, donc 6 ans après. Tandemuna déjà va être président, puis Fonkan Tchalarans, et puis après Fonkan Tchalarans, on va enlever un anglophone pour mettre Kavae Djibril, qui était un francophone originaire du Nord, qui est là jusqu'aujourd'hui. Première chose qui va être une erreur politique. Et puis on va modifier en 97 la préséance institutionnelle. Parce que jusqu'en 97, la première personnalité de la République, c'est le président de la République. La deuxième personnalité, c'est le président de l'Assemblée nationale. En 97, une réforme constitutionnelle menée par le président Biya crée de nouvelles institutions, donc le Sénat. Et prévoit que le président du Sénat est en réalité la deuxième personnalité du pays. Prévoit que la troisième personnalité est le président de l'Assemblée nationale. La quatrième personnalité est le président du Conseil économique et social. Et la cinquième personnalité est le premier ministre. Ceci ne préjuge pas des origines anglophones ou francophones des occupants. Oui. Ça, c'est l'ordre institutionnel, la préséance institutionnelle. Oui. Maintenant, nous allons voir comment le président Biya va allouer, va placer les personnes dans ces différentes institutions et nous allons voir la question anglophone commencer à s'enraciner. Le malaise anglophone. Le président Biya va mettre à la tête de l'Assemblée nationale, monsieur Kavae Djibril, pendant un long moment. Oui. Il va mettre à la tête du Conseil économique et social, qui est donc la troisième personnalité, à ce moment, parce que le Sénat n'existe pas encore. Oui. Il va mettre monsieur Ayan Luc, qui est un autre francophone, qui y est jusqu'à présent. Il va mettre la quatrième personnalité de la République, qui est il va donc mettre un anglophone, qui va être le tout premier ministre anglophone de l'État unitaire, dans une réforme constitutionnelle qui fait passer l'État unitaire à l'État unitaire décentralisé, qui est la forme actuelle de l'État. Cette situation... Et c'était... je me suis sorti à Ayan Luc au Conseil constitutionnel. Troisième personnalité, le premier ministre qui va donc être un anglophone. Qui était-il à l'époque? Peter Mafani Moussongue, le tout premier ministre anglophone, c'est M. Simon Achidi Achou. C'était en 92, ça, Simon Achidi Achou? Non, c'est un peu après 92. Il a remplacé Sadou Ayatou? Il a remplacé le premier ministre Sadou Ayatou. Il a remplacé le premier ministre Sadou Ayatou. 92. Juste après 92, parce que vous savez qu'il va y avoir les élections, la tripartite, la formation d'un nouveau gouvernement. Oui. Et c'est à L'Oréal après. C'était Simon Achidi Achou. Simon Achidi Achou, qui est le tout premier ministre, le tout premier ministre anglophone, qui va être dans l'ordre de préséance la quatrième personnalité, la troisième personnalité, autant pour... Non, la quatrième, parce que nous avons donc le président Biya, nous avons Kavae Djibril, francophone, Ayan Luc, Conseil économique et social, francophone, et Achidi Achou. Le malaise
se consolide. Se consolide. Mais revenons un tout petit peu en arrière. Sous Salomon Tandem Mouna, après 82, le président de la République, le président Biya, francophone, entreprend de modifier la dénomination de l'État, qui est aussi un élément disposant d'une forte charge symbolique dans l'histoire du pays. Il décide de passer du nom République unie du Cameroun, qui est le résultat du référendum de 1972, pour aller à la République du Cameroun tout court. Un peu comme pour dire qu'on accélère, on va vers le parachèvement de la construction de l'État unitaire. Sauf que il soumet cette réforme institutionnelle à l'Assemblée nationale sous la forme d'une loi. Et le président de l'Assemblée nationale, qui est Salomon Tandem Mouna, et les députés anglophones de l'époque décident de valider la réforme sans exprimer leur mécontentement. Monsieur Elimbi Lobé, vous savez comment les choses se passent en Afrique dans les assemblées nationales. Il y en a qui dorment et qui se réveillent pour applaudir. À qui la faute? Au système. Je crois que nous devons continuer pour que les gens apprennent à assumer leurs responsabilités historiques. Je ne vous apprends pas ça quand même. Hein? Donc, les anglophones qui sont au Parlement choisissent de ne pas commencer à ce moment-là à poser le problème qui est réel. On vient de faire là une grande rupture en passant de la République unie du Cameroun à la République, qui est le fruit d'un référendum, pour passer à la République du Cameroun, qui va être le fruit de la volonté des députés, parmi lesquels il y a des anglophones qui décident de se taire. En réalité, l'histoire nous apprend que les anglophones à l'Assemblée nationale vont tenir une réunion, vont exprimer un malaise, mais vont décider de voter néanmoins la loi. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le président venait d'essuyer un coup d'État. Il ne fallait pas le fragiliser davantage en refusant de voter cette loi, qui est une loi qui date d'après 84, donc après le coup d'État. Après le coup d'État raté du 6 avril 84. Donc les anglophones décident de voter et se proposent de faire des observations au président de la République après le vote. Vous savez que politiquement, ça n'a aucune signification. Le vote, vous avez déjà voté et vous allez donner maintenant vos avis après. Le président, lui, voulait qu'on vote. Vous avez voté, vous lui avez servi sa réforme. Ce qui pose un problème de compétence. Oui, ça pose un problème de la qualité des hommes politiques qui vont au Parlement. Alors, cette faute qui est antérieure à la nomination. C'était en 86, ça? 86-88? La réforme, cette réforme de... Oui, la loi sur la République unie du Cameroun, ça doit être entre 86 et 88. Ben, écoutez, nous l'avons dans la Constitution. C'est pas grave. On peut vous donner la date. On aura la copie, oui, parce que c'est écrit dans la Constitution. C'était avant que Salomon Tandem Mouna ne parte. C'était avant Salomon Tandem Mouna. Quitte l'Assemblée nationale en 1988. Oui, mais il est remplacé par Fonkan Tchalaras, un autre anglophone. Bon. Donc la situation ne commence pas par là. La situation devient mauvaise quand on remplace Fonkan Tchalaras par Kavaï Djibril, un francophone, et nous sommes dans une rupture. Bien. Nous sommes dans une rupture. Aujourd'hui... Maintenant, on termine sur ce volet-là. Oui. Le président Biya, après ces grands deux problèmes graves, va exercer le pouvoir d'une manière qui marginalise les anglophones. Les principaux postes de souveraineté, parce qu'il faut être honnête et sincère, tous les postes politiques ne se valent pas. On constate que la posture du président Ahidjo va être poursuivie. Le président Ahidjo avait fait du général Semengue le plus haut gradé de l'armée, le chef d'état-major général de l'armée, et lorsque le président Biya va le remplacer, eh bien, il va nommer le général Meka, qui est un boulot comme lui, qui est francophone comme lui, et qui est en poste jusqu'à aujourd'hui. On va voir qu'à côté du premier ministre anglophone, donc
quatrième personnalité de l'État. Les principaux ministres de souveraineté, ministère des Affaires étrangères, c'est un francophone. Patron de la police, c'est un francophone à l'époque de réputée mémoire Fauchivé, qui va avoir plusieurs dénominations, hein, secrétariat général à la sécurité intérieure. Et même le ministre délégué était Tchungi à l'époque. Là, c'est le ministre de l'administration territoriale qui va être Anzé Tchungi, et puis après d'autres ministres qui sont de façon successive, répétitive, tous des francophones. Le ministère des Finances qui va être occupé depuis Ahidjo jusqu'à aujourd'hui par un francophone, donc dans toutes les successions, et d'autres ministères symboliques, hein, comme le ministère de l'Éducation nationale, qui va être fragmenté après en plusieurs ministères, ministère de l'Éducation de base, le ministère de l'Éducation secondaire, etc., qui sont tous occupés par des francophones, le ministère des Affaires étrangères, qu'on a appelé ministère des Relations extérieures. Bref, pour qu'on reste dans le la marginalisation va se consolider. Oui. Va se consolider. Et ça crée des frustrations. Nous allons atteindre l'optimum de cette injustice-là avec l'entrée en fonction du Sénat en 2013. Avec un président du Sénat. Avec un président qui est encore francophone. Qui est la deuxième personnalité de l'État et qui va échoir à M. Marcel Ndifendi, originaire de l'ouest du Cameroun, donc francophone, et la crise anglophone est mûre. Elle est mûre. Elle a atteint le moment où les anglophones n'en peuvent plus et ils vont devoir se mettre en mouvement. Sauf que pendant toute cette période, vous n'entendez pas la voix du principal parti de l'opposition qui est d'obédience anglophone, qui est le SDF, qui ne dit rien, qui ne se plaint pas, qui ne porte pas la revendication sous-jacente anglophone, qui va être porté par un parti d'opposition informel qu'on appelle le SNC. C'est le SNC qui va devenir le porteur du mécontentement anglophone et qui va l'exprimer selon ses canons à lui sous la forme d'une revendication indépendantiste. Parce qu'il considère qu'il n'a rien à faire dans cet attelage où les francophones sont les seuls à occuper tous les postes. Un autre moment de cette revendication, c'est la représentativité allouée aux deux régions anglophones dans le Parlement en termes de nombre de députés. Vous voyez que sur les 180 députés, ils en ont 14. Ils en ont 15 pour le sud-ouest et 20 pour le nord-ouest. 14 c'est pour le SDF. Oui, ça c'est ce que chacun gagne là-dedans. Oui. Mais les régions elles-mêmes sont représentées à l'Assemblée nationale par 15 députés pour le sud-ouest et 20 députés pour le nord. Ça fait 35 sur 180. Sur 180. Les anglophones estiment que avec ça, ils sont confinés démocratiquement à l'intérieur du Parlement dans une portion congrue qui est telle que les 35 députés anglophones, même s'ils s'entendent, même s'ils décident de transcender les clivages politiques, ne peuvent pas empêcher une orientation gouvernementale d'avoir pignon sur rue. Ça veut donc dire que leur voix est confinés dans un espace tel que, institutionnellement, ils ne peuvent pas s'exprimer. Par contre, si le président de la République avait été habile et avait créé les conditions telles que les deux régions anglophones aient un nombre de députés qui permet d'avoir une minorité de blocage, les choses allaient être perçues autrement. Donc, ces fautes-là, tout le monde voit qu'il s'agit de fautes de management, de fautes de gestion imputable au régime. Au régime, imputable au régime. Quelqu'un imputable premièrement au régime, le président de la République et son parlement, et son parti, parce que même à l'intérieur du parti, du parti au pouvoir? Au pouvoir, le RDPC, les anglophones dans l'échiquier de ce parti
n'occupent pas de fonctions de décision. Wow. Le trésorier du RDPC, le secrétaire général du RDPC n'a jamais été anglophone, le trésorier du RDPC n'a jamais été anglophone, les secrétaires généraux adjoints, donc notamment le premier d'entre eux qui habituellement est le plus en vue, n'a jamais été anglophone, etc., etc. Donc en réalité, dans la conduite des affaires du régime, via RDPC, les anglophones connaissent un confinement. Mais seulement ça ne s'arrête pas là. Parce que l'opposition, il faut y voir sa responsabilité. Il faut y voir sa responsabilité. Laquelle des oppositions? Globalement. Je défends personne au Cameroun. Oui, hein? globalement, toute l'opposition. Parce que premièrement, vous voyez que tous les partis, à l'exception du SDF, ne sont pas structurés pour que les anglophones, au sein de ces partis-là, l'UNDP, l'UPC, l'UDC, le MRC qui vient de naître, et bien d'autres, aucun d'eux n'est structuré de manière à permettre qu'en leur sein, la voix des anglophones puisse être entendue. Donc, vous accédez là à une diversification de la responsabilité. Elle n'est plus simplement pour sur le gouvernement, mais l'opposition en prend une bonne partie. Est-ce que le problème camerounais n'est tout simplement pas comment je veux dire ça, n'est pas seulement d'ordre culturel? Mais culturel, c'est léger. Est-ce que le Cameroun ne souffre pas tout simplement d'un problème de mentalité? Ben, je suis d'accord avec vous. Au sommet de l'État, même à la base. Je suis car lorsqu'on parle des anglophones au Cameroun, on dit « Ah, les anglos ». On ne dit jamais... bon, chez les francophones, il y a bien les Douala, il y a les Bassa, il y a si. Mais chez eux, on ne dit pas l'homme de Manfé, l'homme de Bamenda, on dit les anglos. Non, c'est un détail, c'est un détail parce que le vrai problème n'est pas là. Ah ben c'est frustrant, car j'ai vécu avec des anglophones qui en souffrent. Les francophones parlent des anglos et les anglophones parlent des franco. Donc c'est pas... Quand nous on était à la faculté, eh ben, les anglophones nous appelaient, ils avaient un petit nom qu'ils nous donnaient. Et bien, les francophones aussi avaient un petit nom qui donne. Non, ça c'est des détails. Le problème n'est pas là. Il est évident que ce type de détails peuvent connaître une accélération d'importance si on ne fait pas très bien les choses. Ce qui est important, c'est que dans les fonctions qui permettent à chacune de ces deux grandes communautés de se sentir impliquées dans la construction nationale, il y a une injustice. Il y a une injustice. Alors, comme vous étiez en train de le dire, nous venons de montrer que l'injustice là, ce n'est pas seulement le pouvoir qui l'a fait. Non. Même les partis politiques de l'opposition font cette injustice. Donc, le problème est culturel. Le problème reste un problème de mentalité. Un problème de mentalité, oui, qui ne se réduit pas au mot francophone, mais qui fait en sorte que même lorsque les organisations politiques naissent, se structurent, elles ne font pas l'effort d'être positionnées dans une voie qui augure du règlement de la crise anglophone, dans son caractère potentiel, c'est-à-dire dans ses fondements. Maintenant, je termine sur cette affaire en disant que quand vous ajoutez à tout ce que nous venons de dire, le fait que tous ces partis politiques de l'opposition sont quasiment absents aux élections dans les zones anglophones. L'UNDP. Les populations ne peuvent même pas aisément s'exprimer. Ça veut dire que l'UNDP, l'UDC, l'UPC, le Manidem et bien d'autres partis francophones qui sont très à vue, le MRC, n'envisagent pas d'avoir des élus dans les zones anglophones. Donc les seuls élus des zones anglophones viennent du SDF ou du RDPC. Par contre, si tous ces partis avaient des candidats forts
dans ces localités-là, ce qui se serait produit, c'est que le nombre de députés anglophones dans les institutions pourrait s'accroître en étant diversifié. C'est-à-dire, on a quelques députés anglophones du RDPC, quelques députés anglophones du SIF, quelques députés anglophones de l'UNDP, ainsi de suite, ouais. Ce qui accroît les chances. Le fait que nous venons d'évoquer ce déficit culturel de la responsabilité politique qu'emportent ceux qui construisent la démocratie camerounaise dans la distribution des postes de responsabilité est une lacune grave. Mr. Elimbi Lobe, I suppose that you do speak English. Mon anglais est évidemment très mauvais. Il n'est pas de nature à permettre aux francophones de bien comprendre, a fortiori aux anglophones de bien comprendre. You can try. Donc, nous avons construit un chemin politique. J'appartiens à la deuxième génération. Je crois que je suis de ceux qui pensent fortement que nous étions à 2 doigts de réussir. Parce que le peuple lui-même a pris le problème en charge en organisant non pas simplement une bonne distribution des postes politiques, mais plutôt un syncrétisme culturel. C'est pourquoi vous avez vu que les écoles anglophones sont devenues très convoitées par les francophones, qui ont découvert qu'il était bon que les enfants aillent étudier dans le sous-système anglophone pour améliorer leur maîtrise des 2 langues, améliorer la maîtrise des 2 systèmes, c'est-à-dire s'enrichir intrinsèquement de la diversité politique et culturelle camerounaise. C'est-à-dire que ma petite fille qui étudie à la fois chez les francophones et chez les anglophones, elle est le terreau, le lieu où se réalise un mélange. La 3e génération, ce sera des enfants qui ne seront ni francophones ni anglophones parce qu'ils parleront les 2 langues, ils auront les 2 cultures. Et si on avait bien fait les choses en ajoutant une politique du mélange des sangs, en promouvant les mariages interethniques anglophones, francophones, nous serons aujourd'hui dans une situation où, eh bien, au-delà du syncrétisme culturel, le sang est mélangé. I'm going to thank you because you just bring up the first solution of this problem. I want you to continue in English, but I can imagine that just Cameroon is Balengua country, not Cameroonians. The next Cameroonian could be Balengua people. Yes, our constitution is very hard and very, very difficult. So we have to take time. We have to take time. We have to I want to say that we have to take care. We have to take very care for our management, public management. We have to take care for the take care about management. Do you think that Paul Biya is the right person to bring up the right management nowadays? No. Mr. Biya is tired. Mr. Biya is very tired. Le président de la République a déjà dirigé pendant 50 ans qu'il est dans la haute fonction publique. Humainement parlant, le président est fatigué. Aujourd'hui, j'appartiens à la catégorie des Camerounais qui pensent que le président ne gouverne plus. Il a un souci, c'est de terminer sa vie au pouvoir. Parce que le pouvoir est devenu un élément de sa sécurité physique. C'est pour cela que j'appelle la famille politique de l'opposition à se ressaisir et à comprendre que il est de notre responsabilité dans l'opposition de faire non pas les compromissions, mais le compromis politique indispensable pour dénouer une situation que les égos personnels bloquent. On va rester sur la crise anglophone parce que là, vous impliquez dans la dernière partie de cette interview. Aujourd'hui, pour vous,
est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui prônent le fédéralisme à 2 ou à 10 États au Cameroun, un fédéralisme des régions doté de vrais pouvoirs pour agir? Êtes-vous pour ou contre? Je vais vous dire, l'évocation du fédéralisme a un soubassement. Ça tient de quelque chose, Jackie. Ça tient de ce que les partis politiques de l'opposition sont incapables de battre le RDPC aux élections. Du coup, de nouvelles forces politiques informelles émergent, tiennent des discours qui auraient dû être des discours combattus férocement et vigoureusement, mais qui sont des discours récupérés par des partis politiques en perte de vitesse, comme le SIF, qui finissent par être à la remorque d'un discours informel qui semble politiquement correct pour ceux qui vont chercher leur suffrage dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Moralité? Oui. Moralité. On est entré dans une phase où des acteurs politiques, dans leurs calculs, pensent chacun pouvoir se tailler un petit royaume, une petite partie du territoire national, où ils croient que c'est là-dedans qui peut gagner les élections. Mais doit-on comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec le fédéralisme à 2 ou à 10 États au Cameroun? Parce que là était ma question. Êtes-vous pour ou contre le fédéralisme? Je suis viscéralement opposé au fédéralisme, à tout choix politique qui imprime au pays un va-et-vient qui n'a aucune raison d'être. Le fédéralisme a déjà été expérimenté au Cameroun sous la forme de 2 États. C'est ensemble que nous sommes entrés dans l'État unitaire. C'est ensemble, et que vos téléspectateurs m'écoutent bien et me comprennent bien, c'est ensemble qu'en 1997, nous sommes entrés dans l'État unitaire décentralisé. Le projet de décentralisation n'a jamais été demandé par le RDPC. Qui l'a demandé? C'est le SIF. C'est le SIF. Et les autres partis de l'opposition qui étaient présents à la tripartite en 1991, après les villes mortes. Lorsque le président Biya refuse la conférence nationale souveraine et propose l'organisation d'un autre forum parallèle, à l'effet de recueillir les desiderata des uns et des autres. Que répondez-vous à ceux qui estiment que cette décentralisation a été une coquille vide octroyée aux régions? Ils ne sont pas sincères, Jackie. À la tête des régions, on trouve souvent un délégué du gouvernement nommé encore par le pouvoir. Ils ne sont pas sincères. Ah bon, pensez-vous que votre Fritz Ntonné est quelqu'un que j'ai rencontré à 11 ans, il était à la tête d'un hôpital que tristement s'élève désormais. Pensez-vous que Fritz Ntonné a des pleins pouvoirs à Douala pour mener un projet, financer ce projet-là? Ce n'est pas ça la décentralisation. La décentralisation, ça en fait partie. Je vous rappelle que les délégués du gouvernement sont à la tête des communautés urbaines. Oui. Qui ne sont pas les organes de la décentralisation. Qu'est-ce qui était prévu? La Constitution est claire. La loi d'orientation de la décentralisation, qui est la loi philosophique, le fondement philosophique de la décentralisation, prévoit 2 organes. Lesquels? Qu'on appelle les collectivités territoriales décentralisées. La commune